Alors, je poursuis et j'ai la difficile tâche de prendre la relève des faiseurs et des faiseuses qu'on a entendu juste avant, qui nous ouvrent la voie, qui ouvrent le champ des possibles. Je vais essayer d'être le plus interactif possible dans ce moment qu'on m'a proposé de donner avec vous. Et je remercie toute l'équipe de Recatech pour son invitation. Ce que nous avons, je pense qu'on l'a compris pour ceux qui, en tout cas celles et ceux qui étaient là, ce qu'on a à traiter, ce sont des défis inédits, un modèle à repenser et suspense, des métiers nouveaux. Ça, c'est l'avantage et l'opportunité. L'idée, c'est de nous donner envie d'en être, enfin d'essayer de nous donner envie d'en être, tout en passant par quand même un petit passage en revue de ce à quoi on est affronté, on va être affronté. On en a eu un petit extrait tout à l'heure avec les différents témoignages. Pour que ce soit un peu interactif, je vous propose d'utiliser cet outil très simple que vous allez trouver tout au long de mon intervention, auquel vous pouvez vous connecter facilement avec un navigateur de smartphone en allant simplement sur l'adresse menti.com en 4 lettres, menti.com, et en saisissant le code qui vous est demandé à l'arrivée, le 27 76 97 44 qui s'affiche là. Voilà. Ou bien, je vous le propose, on va voir si ça marche, ou bien en flashant ce QR code. Et le code, vous le retrouvez juste en bas, à gauche, derrière moi. Voilà, normalement, vous arrivez sur un site web, on vous demande un code à 8 chiffres, et pour la suite, vous allez voir ce qui se passe, c'est assez simple. Ça va? Jusque-là? Vous êtes avec moi? On va tester tout de suite l'outil. Je vais vous proposer en un mot de me dire ce que vous attendez de cet échange. Peut-être que vous n'en attendez rien. Vous pouvez mettre rien dans ce cas-là. Alors le mot de passe, il est tout en haut. 27 76 97 44. Et l'adresse est à gauche, menti.com. Des infos croustillantes, ouh là là. Ça, je sais pas. Je me suis pas connecté sur Radio Moquette ce soir. En tout cas, je vous promets que je vais essayer d'y mettre de l'humour. Enfin, vous me direz si ça marche. Inspiration, découverte, des idées, des exemples. Ça, vous allez en voir. De l'émotion aussi. Vous allez voir parfois. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'aime beaucoup la randonnée en montagne. Et quand on part randonner, on voit le sommet au loin et ça fait très envie. Et puis on commence à avancer dans la vallée. Et puis il fait beau, le sac est encore léger parce que c'est le matin. On avance, on prend le frais, tout va bien. Et puis on commence à avoir un peu de déclivité, pardon, et puis du dénivelé. Et alors là, ça commence à tirer dans les mollets, ça commence à tirer dans les cuisses, le sac il commence à se faire un peu plus lourd sur les épaules. Et puis parfois on a du mal à respirer, voilà. Et puis on arrive au sommet. Et alors là, tout s'éclaire. Voilà, donc on va avoir une petite phase comme ça de dénivelé, je vous préviens, ça va être le début, mais ça va être que le début. Et puis après, on sera sur le sommet, on aura une vision plus claire des choses, j'espère en tout cas, que j'arriverai à vous la partager. Merci en tout cas pour vos mots. Alors, est-ce que ça va fonctionner pour la suite? Oui, non, oui, non. Ah. Oui, non, ça ne fonctionne pas. Si, ça fonctionne. Voilà. Mon propos, c'est de nous situer, on a parlé d'aujourd'hui, on s'est approché un peu dans l'avenir, de nous situer sur une échelle à la fois proche et suffisamment lointaine pour être un peu dans la prospective. Et cette échelle de temps, bon, assez basiquement, je vous propose que ce soit 2030. Réfléchissez 2 minutes, c'est déjà dans 8 ans. 8 ans, ça passe très très vite. Vous avez peut-être des enfants qui ont 8 ans, ça vous donne une idée de la vitesse à laquelle ça passe. En 2030, on devra avoir collectivement relevé un certain nombre de défis que nous propose la science, que nous proposent les accords de Paris, vous en avez entendu parler, et on va y revenir. D'ici là, pour relever ces défis, et donc principalement écologiques, et inventer un nouveau modèle,
quand on observe ce qui nous est proposé dans les médias, ce n'est pas forcément ce qui est venu aujourd'hui dans la discussion, mais on a plusieurs modèles assez typés ou scénarios assez typés qui émergent et qui sont souvent très univoques. Il y a le scénario en haut à gauche, tout va très bien Madame la Marquise. En haut à droite, tout va s'effondrer d'un seul coup. En bas à gauche, la technologie va nous sauver. Et en bas à droite, extrait de Wall-E, par ici la sortie, exfiltrons-nous sur une autre planète qu'on va terraformer puisqu'on n'arrive pas à vivre sur une planète Terre, on n'arrive pas à l'entretenir. Et donc avec cette illusion que ce qu'on n'arrive pas à faire ici, on va réussir à le faire ailleurs, tout de même. Voilà, donc il y a ces 4 scénarios qui sont posés là. Je ne suis pas en train de vous dire que ces scénarios sont ridicules, parce qu'il y a probablement un peu de vrai dans tous ces scénarios. En revanche, dire que notre monde ne va être qu'un seul de ces scénarios, ça me semble, enfin, en général, la prospective, ça ne marche pas comme ça, et ça me semble un peu, comment dire, rédhibitoire. Ça ne va probablement pas se passer comme ça. Le scénario de notre futur commun, de notre avenir en commun, il est aujourd'hui très largement à écrire, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a encore le pouvoir. On l'a encore. Et on l'aura longtemps, même si parfois c'est difficile. Et je veux aussi nous ramener à cette confiance d'avoir les leviers en main et de pouvoir décider de notre destin, en tout cas à condition quand même de prendre en compte 2 ou 3 petites choses qui nous arrivent. Ces 2 ou 3 petites choses, ces défis qui sont là devant nous, ils sont, à mes yeux, en tout cas c'est ce que je veux partager et puis c'est ce qu'on veut vous partager aujourd'hui, sont principalement des défis écologiques de différentes natures, on va y revenir. Et comme je suis un petit peu taquin, je vais vous poser quelques petites questions. Là je pose 3 questions qui n'appellent pas de réponse, donc là vous n'avez pas besoin du téléphone, ça va venir juste après, mais là pour l'instant non. Ce sont des devinettes. Quel est le poids, à votre avis, des occupants de cette salle? Première question. Deuxième question, quel est votre âge en ppm? Il n'est pas impossible que vous ne sachiez pas ce que sont les ppm, ça n'est pas grave. En tout cas, vous verrez tout à l'heure. Et combien d'arbres possédez-vous? Il y a au moins un piège, si ce n'est plus, dans chaque question, je vous préviens. Inutile d'aller voir sur Wikipédia, vous n'aurez pas la bonne réponse. En tout cas, vous aurez des débuts de réponse, mais pas forcément la bonne. Je viens à cette image qui date d'une trentaine d'années, peut-être un peu moins, on est au milieu des années 90. Un président et un vice-président des États-Unis câblent devant les médias des universités, des grandes écoles, des entreprises, avec ce qu'on appelle à l'époque, tenez-vous bien, revival pour les anciens, les autoroutes de l'information. Les super highways, comme disait Al Gore à l'époque. Super highways qui sont devenus le web. Les promoteurs du web, à l'époque, nous disaient que la révolution qui s'enclenchait était sans précédent et qu'elle allait tout bouleverser. Mais que eux-mêmes, qui portaient cette révolution, étaient incapables de dessiner le scénario du futur lié à cette révolution. C'est un paradoxe. Ils en étaient les porteurs, ils étaient incapables d'expliquer jusqu'où ça allait nous mener. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que depuis s'est opérée une transformation fantastique pour le meilleur et pour le pire, j'allais dire, de la société. La révolution technologique a touché tous les secteurs d'activité, toutes les dimensions du projet humain, social, psychologique, écologique, financière, amoureuse, culturelle, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est derrière cette révolution technologique, qui a évidemment créé aussi beaucoup d'emplois. Eh bien, quand on regarde ce qui se passe du côté de la question écologique, au sens étymologique du terme, là je ne suis pas en train de faire de la politique, c'est pas mon sujet, en tout cas c'est pas le sujet ce soir. Écologique, si on prend la racine et l'étymologie du terme, c'est la science de la maison. Pour bien gérer la maison, l'économie, on a besoin de bien connaître la maison. La question que je nous pose ce soir, c'est la connaissons-nous si bien? Et si nous la connaissions si bien, en serions-nous là, face aux défis qui sont là et qui se présentent à nous? Donc il y a un enjeu fabuleux, d'autant que dans les labos, la science fondamentale, les découvertes scientifiques de ces dernières années nous disent plein de choses qu'on n'avait pas compris ou pas entrevues, y compris des choses très positives ou très merveilleuses, comme par exemple les arbres, on parlait des arbres tout à l'heure, des chênes. Les arbres sont interconnectés via les réseaux micellaires, via le mycélium sécrété par les champignons, qui leur permet de communiquer des informations entre eux.
et ça participe de leur résilience. Ça, c'est une découverte scientifique qui est actée, c'est pas un truc d'écolo chevelu, non, c'est pas ça du tout, c'est vraiment prouvé. On a pu mesurer que deux arbres distants de 42 km pouvaient communiquer entre eux. 42 km, le réseau mycellaire. On a trouvé un réseau de 42 km. C'est absolument dingue. À tel point que les scientifiques parlent du World Wide Web, comme on a parlé du World Wide Web pour Internet. Évidemment, c'est une image. Mais à partir du moment où on prend conscience de ce qu'est le vivant et de comment il est connecté, comment il fonctionne, on réalise à quel point nous sommes tout petits, avec beaucoup de choses à apprendre et sans doute beaucoup de ressources à puiser dans cette connaissance. On apprend des choses tous les jours. Et on a appris des choses importantes ces 2 dernières années. Non pas qu'on ne les savait pas, parce que les scientifiques savaient. Ils nous disaient, la question n'est pas de savoir si nous aurons une grande pandémie, la question c'est de savoir quand nous aurons une grande pandémie. J'ai assisté à Nantes à une conférence en 2007, c'était exactement les mots du spécialiste des épidémies qui parlait. La réponse était donc 13 ans plus tard. Voilà. Et ça nous paraissait lointain, on est sorti de la conférence, on a bu un coup et on est passé à autre chose. Voilà, donc sur les grands sujets, c'est souvent comme ça qu'on agit. Tant qu'on n'est pas au pied du mur, on a du mal à prendre la mesure et à changer, à évoluer. Pourtant, la science est là, et la science nous dit de nous attacher à cette connaissance, d'ouvrir les yeux sur ce qu'est le monde, et pas de nous focaliser, comme le disait ce matin Aurélie, sur un seul indicateur, le PIB, qui concentre, du point de vue économique, en tout cas macroéconomique, toute notre attention, ou quand on est une entreprise, à un niveau plus micro, le chiffre d'affaires, la rentabilité, voilà, grosso modo, l'emploi quand même un peu, il ne faut pas exagérer, les indicateurs sur lesquels on va travailler. Aujourd'hui, il y a d'autres indicateurs, mais ces indicateurs ne sont pas sur notre tableau de bord. Ils n'y figurent pas. Et donc forcément, on ne peut pas prendre, ou on peut difficilement prendre une décision informée si on n'a pas l'information. Aujourd'hui, la société n'est pas organisée, nos entreprises ne sont pas organisées, ou pas encore, pas suffisamment en tout cas, pour nous renvoyer ces informations en temps réel, et pourtant on en a besoin pour piloter. Donc ouvrir les yeux, c'est prendre les enjeux les uns après les autres. Je vais aller assez vite pour ne pas vous plomber, ça c'est la partie dénivelée que j'évoquais tout à l'heure, mais je voudrais juste vous les présenter un peu de manière littéraire et pas trop technique, avec ces symboles que sont l'eau, l'air, la terre, le feu et la vie. Si ça veut bien avancer. J'ai une connexion un peu capricieuse. Je vous prie de m'en excuser. On va faire du slow, on doit faire du sobre et on va faire du slow aussi. On va prendre le temps. Donc là, vous voyez, c'est le feu. Puis là, je vais faire la vie. Voilà, tac, ça avance. Hop. Puis après, je vais revenir à l'eau. Enfin, en principe. Toc. Ah non. En fait, c'est... Voilà. Oui, donc voilà, en résumé, ça va pas très fort. Mais ça, vous l'aviez compris. Alors, quelques petites questions. Je vais vous mettre à contribution. Sur la question de l'eau, ça, c'est une source du WWF. À votre avis, c'est une moyenne mondiale. Quelle est la quantité de plastique qui passe par notre corps chaque semaine? Ça ne veut pas dire que ça y reste. Voilà, ça rentre, ça sort. Voilà, je vous laisse découvrir et répondre avec votre téléphone, si vous voulez bien. Et si ça ne marche pas, vous pouvez relancer ou recharger votre page. C'est bien, il y a une bonne vingtaine qui suivent. Alors. Est-ce qu'il veut bien afficher la bonne réponse? Oui, non. Si, ça va venir. Voilà, l'équivalent d'une carte bancaire. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que la carte bancaire reste dans votre corps. Ça peut paraître colossal, non, sinon vous seriez transformé en distributeur automatique de billets. Et c'est pas le cas, en tout cas je ne vous le souhaite pas. Toujours sur l'eau, bon, alors j'ai posé la question ce matin, j'ai un peu spoilé comme on dit, mais peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas là, ou qui n'ont pas suivi, ou qui dormaient. Et pourquoi je vous pose cette question? Je vous pose cette question parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'eau virtuelle. C'est la quantité d'eau qui est mise en œuvre dans un processus industriel sans que forcément on le voit.
Alors cette eau n'est pas, c'est ce que je disais, pas nécessairement jetée, gaspillée, souillée. À chaque fois, il y a quand même, heureusement, des gens qui réfléchissent à faire attention avec ça. Mais cette notion d'eau virtuelle est très importante. Ici, vous avez l'équivalent d'une tasse de café. Pour un jean, vous vous souvenez peut-être, ce chiffre qu'on a beaucoup entendu, c'est l'équivalent de 10 000 litres d'eau. Et ça vaut pour n'importe quelle activité et n'importe quel produit. On a besoin d'eau. Or, sur la ressource en eau, il y a une alerte très très forte sur la disponibilité. Ça a été dit tout à l'heure par Jean-Charles Vicard. Dans un contexte de changement climatique intense, ce qui semble une évidence aujourd'hui en termes de disponibilité de cette ressource, demain n'en sera plus une. Or, les agriculteurs, les industriels, évidemment les citoyens, nous tous, avons besoin de cette ressource au quotidien. Pas très loin d'ici, il me semble, à Guéret, en 2019, on n'était pas très loin du jour zéro, c'est-à-dire ce moment où, quand on ouvre le robinet, ça ne coule pas. Et donc les citernes arrivent, voilà, donc ponctuellement, on s'en sort. Le problème, c'est si ça devient chronique. D'autant que la qualité, donc il y a un sujet de quantité d'eau disponible, et puis il y a un sujet de qualité, puisque le cycle, l'ensemble du cycle, a été touché par le plastique, je vous l'ai dit, c'était la question d'avant, mais surtout, on parle de macro-déchets qu'on trouve dans les océans, tout ça se fragmente en petits déchets qui se fragmentent eux-mêmes et qui finissent par contaminer l'ensemble de l'écosystème aquatique, les rivières, les mers, etc. Et ensuite, on ne peut pas nettoyer. Ça n'est plus possible. Ces déchets sont là, malheureusement, pour un temps extrêmement long. La seule chose qu'on puisse faire, c'est couper à la source pour arrêter tout ça. Et ça se passe sur Terre, dans nos activités industrielles, sur les quantités de plastique, notamment jetable, qu'on met sur le marché. Et donc l'un des défis, c'est arrêter le plastique jetable. Je n'ai pas dit arrêter le plastique, mais le plastique jetable, oui. Et ça, on devrait arrêter tout de suite, parce qu'on peut arrêter tout de suite. Il y a des alternatives. Donc ça, c'est un premier défi que je vous propose. Un deuxième défi. Alors, toc. Il n'y a pas de point à gagner contrairement à ce qui vous est annoncé. Que signifie 350 ppm selon vous? Ça, c'est quelque chose que vous allez beaucoup entendre dans les années qui viennent. Et ce sont les ppm dont je parlais tout à l'heure. Bon, je vous ai prévenu, je fais des blagues parfois un peu douteuses. Mais c'est pour vous aider. 22 bonnes réponses, vous êtes vraiment très fort. Très très fort. Je pense qu'on va arrêter là, hein, on va passer tout de suite aux questions-réponses. Alors, les ppm parties par million, c'est comme ça qu'on mesure la teneur de l'air en quelques composés que ce soit. Et en l'occurrence, on mesure quoi? Enfin, on essaie de mesurer quoi? C'est le CO2 ou l'équivalent CO2, dioxyde de carbone, qui vient se loger dans la couche supérieure de l'atmosphère pour former un peu comme une serre, la bâche d'une serre à tomates, comme si une bâche entourait la Terre, et produisant un effet de serre naturel initialement, c'est-à-dire qu'une partie de la chaleur, en fait les infrarouges qui ne retournent pas dans l'espace sont retenus sur Terre par cette bâche, ça réchauffe ce qui est à l'intérieur, grâce à ça naturellement, au lieu d'avoir moins 15 degrés sur Terre, on a plus 15. Ça c'est l'effet de serre naturel. L'humain, par ses activités, industrielles notamment, parce que nous brûlons pour ça du fossile, c'est-à-dire du gaz, du pétrole, du charbon, et notamment depuis 1850, c'est-à-dire l'émergence de ce qu'on appelle l'ère industrielle, eh bien, nous ajoutons à ce CO2 naturel, à ce cycle naturel du carbone, nous ajoutons du CO2 donc additionnel, et c'est ce CO2 additionnel qui vient déséquilibrer le système climatique parce qu'il épaissit cette bâche, intensifie donc l'effet de serre, le climat, la température se réchauffe à l'échelle planétaire, 1,2 degré à peu près depuis 1850, entre 1850 et aujourd'hui. Vous me direz c'est peu, sauf qu'on parle d'une moyenne planétaire, donc en tout point de la Terre, à tout moment de l'année, le jour, la nuit, l'hiver comme l'été. Donc 1,2 degré en 150 ans, 170 ans, ça va très très vite. Depuis la dernière ère glaciaire, il y a 15 000 ans, on a fait environ 5 degrés, et on l'a fait donc en 15 000 ans. Et là, on fait 1,2 degré en 150 ans, et ce sera peut-être 2, 3, 4 degrés d'ici à la fin du siècle, c'est-à-dire en gros en 200 à 250 ans. Donc ça va beaucoup trop vite pour que
nos systèmes humains puissent s'adapter facilement, parce que ça déséquilibre tout avec des conséquences dont certaines ont été évoquées tout à l'heure, que ce soit les incendies massifs, les gels tardifs, que ce soit les forêts qui souffrent, notre manière de cultiver demain, et la ressource en eau. Alors on voit tout ça sur ce graphique qui est composé par la NASA sur une échelle de 800 000 ans. Donc là, vous voyez la concentration de CO2 dans l'atmosphère terrestre. Alors ça a oscillé, on ne voit peut-être pas très bien, entre 180 et 280 ppm sur 800 000 ans. Donc il y a déjà eu des évolutions des températures planétaires et assez fortes. Donc il y a déjà eu des changements climatiques assez forts dans le passé. Le changement climatique n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est son intensité et sa vitesse, caractérisée par cette courbe que vous voyez qui file vers le haut, vers le firmament, avec un niveau actuel qui se situe à 415 ppm, au moment où je vous parle à peu près, plus ou moins, entre 412 et 420 ppm. Sachant que l'accord de Paris, que nous avons signé en 2015, la COP 21, dit qu'il faut retourner à 350 ppm, le 350 ppm c'est ça, si on veut espérer stabiliser le climat en longue période. 350 ppm. Donc il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre que le CO2, il va plutôt falloir arrêter d'en ajouter, voire peut-être en enlever, ce qui va être une autre paire de manches. Mais déjà arrêter d'en ajouter, ça veut dire que cette courbe qui part vers le firmament, il faut la stopper. En fait, l'idéal, est-ce qu'on va y arriver? Ouais, c'est compliqué. Bon, il veut pas. Ah, si, il veut. Voilà, l'idéal, c'est de faire ça. Vous imaginez un peu la vitesse de propulsion vers le firmament, et là, hop, il faut faire demi-tour droite. C'est ça le défi climatique qui vous est proposé à tous, si vous l'acceptez, toutes et tous, dans nos organisations, publiques, privées, entreprises ou autres. C'est atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone planétaire, donc réduire, diviser par 4, 5, 6, 8, 10 en fonction de l'endroit où on vit dans le monde. Nous, c'est plutôt 5 à 6 en France. Et puis, il restera un peu de CO2 qu'on émet, ou un peu de gaz à effet de serre, un peu de méthane, différents gaz. Et ça, on considère que les écosystèmes vivants, enfin s'ils sont toujours vivants, nous aideront à les absorber, et notamment la partie photosynthèse, donc les forêts, les prairies, les zones humides, les océans, évidemment. Voilà. Donc, mais dans des proportions limitées, parce que tout ça commence à être déjà saturé de CO2. Donc si on en rajoute, ça va être compliqué. Voilà, donc on va devoir inventer une économie sans carbone ou transformer notre économie pour qu'elle se décarbone à très 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 vive allure, c'est-à-dire déjà de l'ordre de 45%, 50, 55% en moins qu'en 2010 à peu près, à l'échelle 2030. Donc il nous reste 8 ans pour faire un parcours assez fantastique. C'est un énorme défi. Là, je vous mets la hauteur des enjeux. Je sais que c'est un peu anxiogène, mais vous allez voir après, il y a des façons d'aborder ça. J'aime bien ce chiffre-là. Je vous laisse répondre déjà. Quel est votre budget CO2 individuel global tout au long de votre vie? Alors, ce que je ne dis pas dans cette question, c'est si on veut respecter l'accord de Paris. C'est-à-dire si on veut décarboner l'économie, en gros, voilà. Et il y a une bonne réponse. Ça dépend de votre année de naissance. Et là, vous allez voir, dans la discussion ce soir avec les enfants, ça risque d'être un peu chaud. Alors, est-ce qu'il veut bien avancer? Voilà. Pour mettre tout le monde d'accord, j'ai pris mon année de naissance. Comme ça, vous savez tout. 1973, je vous explique le schéma, quelqu'un qui est né en 1973, c'est-à-dire ici, dispose, en théorie, si on veut atteindre la neutralité carbone par là, hein, c'est-à-dire que en gros on n'émet plus de CO2, ou globalement plus tellement, eh bien je vais disposer tout au long de ma vie d'un budget de 438 tonnes de CO2. Si on prend des enfants qui naissent par ici, ben vous voyez bien, en fait, leur budget CO2, ça va être de cet ordre-là. Ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que nous.
Donc, ils vont avoir besoin de notre aide, et nous de la leur. Parce que s'ils ont le même budget CO2 que nous, ou le même impact CO2 que nous, ça va très mal se passer, et c'est un paradoxe pour eux. Nous, on sera peut-être plus là. Bon, je dis ça pas pour tout le monde, je vois qu'il y a quand même un peu de jeunesse ici. Mais voilà, ça c'est un sacré défi. Et c'est un défi intergénérationnel en fait. On ne peut pas opposer les générations, on ne peut pas opposer, voilà. Puis la question du Nord et du Sud, tout le monde doit vraiment s'y mettre pour trouver une solution. Alors, le ministre de l'économie française n'a pas forcément une solution toute faite à nous proposer. En revanche, comme il le dit, les choses sont très claires. Je lis pour ceux qui ne sauraient pas lire, toute entreprise qui ne s'engage pas contre le réchauffement climatique n'a aucun avenir. C'est encore plus radical que moi. Ou que tout à l'heure, le panel qu'on avait de discussion. Donc, n'ayons aucun doute sur le fait que cette marche vers la décarbonation de l'économie va se faire, j'allais presque dire, de gré ou de force. Et je vous souhaite que ce soit plutôt de gré. Vous avez les politiques volontaristes, et puis vous avez la voiture balai de la réglementation. Moi, je traduis les propos de Bruno Le Maire, n'ayons aucun doute que la voiture balai, elle va exister, et qu'elle va aller assez vite, et que si vous voulez être devant la voiture balai, bah soit vous vous en préoccupez déjà, et c'est très bien, mais sans doute il va falloir accélérer, soit vous commencez à vous en préoccuper, et alors prenez la mesure de ce qui vient. Il y a des enjeux très très forts de ce côté. Et j'y reviendrai tout à l'heure, notamment sur la question du comment. Alors, je continue avec mes petites questions étranges. Voilà, toujours en mode sobriété, hein. Mode slow, voilà. À votre avis, quelle est la quantité de ressources naturelles nécessaire pour fabriquer une puce de 2 grammes, une puce électronique, hein. Voilà, donc vous avez une puce de 2 grammes. Combien de kilos de matière, d'eau, de produits chimiques, de minerais, de tout ce qu'on veut? On met ça sur une balance, ça pèse combien? Ah ben ça vous inspire, c'est bien. 32 kilos, c'est la bonne réponse. 16 000 fois le poids de la puce. Regardez tout ce qui nous environne, comme objet, comme technique, tout ça, tout ce que vous portez sur vous. Dites-vous bien que pour tout ce qui nous environne, le sac à dos écologique, c'est ça qu'on illustre ici, le sac à dos écologique est très important. Donc ça, c'est à voir directement avec notre sujet aujourd'hui, la sobriété. C'est pour ça qu'on a intérêt, quand quelque chose existe, à le faire durer. C'est pas juste de l'idéologie, c'est juste un truc pratique qui dit que, puisque nos ressources ne sont pas illimitées, qu'on a des enjeux CO2, qu'il faut préserver l'eau, les ressources, etc., eh bien, essayons de faire avec ce qu'il y a. Et surtout, quand on met quelque chose sur le marché, un produit sur le marché, la question de l'éco-conception, le défi de l'éco-conception, c'est de faire aussi bien avec moins, ça on l'évoquait, ou mieux avec moins, encore mieux, mais de prévoir la fin de vie. Pour que, par exemple, si je mets de la matière sur le marché sous la forme d'un produit, à la fin de la vie, la matière de ce produit soit démontable pour être réutilisée. Ça, c'est un nouveau défi, une nouvelle façon de voir le monde, qui n'est pas forcément celle qu'on nous a enseignée jusqu'à présent. Voilà, donc ça c'est pour le sac à dos écologique. Et je vais enchaîner sur l'énergie, donc je devance la question qui va s'afficher. Ah oui, juste pour vous montrer ici un lingot de tantale. Le tantale qui est un métal qu'on trouve dans nos téléphones portables très conducteurs. Voilà, donc illustration du sac à dos écologique. On va extraire ce métal, notamment du bassin du Congo, dans des conditions écologiques et sociales très complexes, très difficiles, et alors qu'il n'est pas en quantité limitée. Donc une fois que c'est fait, on a plutôt intérêt à le valoriser et pas à le mélanger avec du plastique, de la colle, et en faire un truc qui est inexploitable par la suite. Question maintenant sur l'énergie, le feu. Et puis il y a une coquille, excusez-moi. Quelle est la part des ressources fossiles dans la consommation et pas dans la consommation mondiale d'énergie? À votre avis? Vous êtes très sage, hein? J'espère que je ne casse pas l'ambiance, c'est pas du tout le but. Et puis vous êtes plutôt bien informé, tant mieux. Effectivement, 80%
de la consommation mondiale. Vous voyez ce graphique, vous avez deux traits bleus, je ne vais pas y aller par quatre chemins, c'est très simple. Entre les deux traits bleus, vous avez du gaz, du pétrole, du charbon. En 2050, tout ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est ce qui fait tourner l'économie mondiale. La question, c'est comment on fait tourner l'économie mondiale en 2050. Ou alors l'autre question, c'est est-ce qu'on réussit à relever le défi du climat? Voilà, bah, vous choisissez votre camp. Sinon, il y a un troisième camp qui est on fait les deux. L'économie mondiale continue à tourner, mais vraiment différemment. Et là, on sauve le climat. Voilà, ça c'était pour enfoncer le clou sur les enjeux. Et puis, dernière petite question qui va s'afficher, tout aussi importante, et parce qu'elle est souvent au second plan, et moi je voudrais la ramener un peu ce soir au premier plan. C'était la question à ma devinette tout à l'heure, en rapport avec la devinette de tout à l'heure, que pesons-nous sur Terre? Alors je vous préviens, il y a un piège, et exceptionnellement, vous avez droit à deux réponses. Que pesons-nous? 12% de la masse totale de la vie, 5% de la masse totale de la vie, 0,01% de la masse totale de la vie, 99% des emmerdes. Voilà, deux bonnes réponses. La vie humaine, dans le grand règne du vivant, c'est 0,01% de la masse totale de la vie. Les végétaux, c'est 82%, les bactéries, c'est 13%. Vous avez dans le corps 10 fois plus de bactéries que de cellules. Et tenez-vous bien, vous avez encore 10 fois plus de virus que de bactéries. Ça vous va? Ça vous fait plaisir? Très bien. Êtes-vous un amas de cellules, de bactéries ou de virus? Vous avez 2 heures. Voilà, nous sommes une partie du vivant, mais nous ne sommes pas extérieurs au vivant, nous sommes une interaction, le produit d'une interaction du vivant. Et donc, nous ne sommes certainement pas au-dessus du vivant, ou nous n'avons pas vocation, ou alors si on le fait, ça risque de mal se passer, à chercher à domestiquer le vivant. C'est peut-être ce qu'on a essayé de faire un petit peu avec cet effet boomerang qui nous est renvoyé depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. L'avantage, c'est que si on est à l'origine de 99% des emmerdes, on sera peut-être à l'origine de 99% des réponses. Je ne dis pas solution parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse raisonner en problème-solution quand on est à cette échelle-là. C'est de réponses collectives, d'organisation, de réflexion, de culture, de technique, il y a un peu de tout ça. Il n'y a pas une techno qui va nous sauver. En tout cas, ça, je n'y crois pas du tout. La vie, bah voilà, la vie, je ne vous fais pas le tableau. Elle est quand même un peu malmenée. Surtout que même quand on fait des choses super comme la replantation, on ne traite pas forcément le problème à la source. On a un peu le sentiment d'être face au tonneau des Danaïdes. Au passage, sur la question de la déforestation et des peuples premiers comme les peuples d'Amazonie, mais pas seulement, on sait aujourd'hui que ces peuples qui représentent 5% de la population mondiale occupent 23% des terres émergées qui abrite 78% de la biodiversité terrestre dont nous avons besoin pour vivre. Donc outre le fait que ces peuples ont le droit d'exister en eux-mêmes, on a vraiment besoin d'eux, ce sont nos alliés pour relever les défis, et notamment les défis du vivant. Et pourquoi je vous raconte tout ça, et enfin on va souffler un peu, c'est évidemment pour ces visages, ces sourires, ces enfants, les vôtres, les miens, tous nos enfants et nous-mêmes, et cette envie que nous avons de mener une vie joyeuse, de chanter, de danser, de faire des projets, de faire ce qui nous passionne, ce qui nous anime profondément, pendant ce bref passage que nous avons sur Terre. C'est ça, au fond, notre raison d'être. En tout cas, c'est celle que moi j'aimerais vous partager ce soir. Et les entreprises et les entrepreneurs ont un rôle à jouer pour relever ces défis, parce que c'est une force colossale de transformation de la société. Voilà, les scénarios, on les a déjà vus. Je ne sais pas ce que ça fait là, excusez-moi. On va avancer. La bonne nouvelle, c'est que on peut espérer un monde d'après. En tout cas, depuis 1 an ou 2, c'est une expression qui est sur de nombreuses lèvres et parfois des niveaux de direction assez élevés. Reste à savoir comment on fait. C'est ce qu'on va voir à l'épisode suivant. Est-ce que déjà, si vous voulez, est-ce que vous avez une question, une remarque ? Critique, insulte, je vais essayer de traiter ça de manière concise. Oui.
enfin, disons que enfin tout ça, en fait, c'est en fait, enfin, ce que vous explicitiez, c'est en gros, on est tous impliqués dans une chaîne globale, enfin un stack, c'est-à-dire une pile à la fois du vivant, une pile sociale, une pile industrielle, technologique, mais justement, comment faire enfin, parce que ce constat-là, en fait, on le connaît depuis 73, mais on sait tous que ça n'a pas changé parce qu'il y a des rapports de force politiques, économiques, géostratégiques qui se font en amont. Et en fait, ce constat est toujours présent, mais ça ne bouge pas parce que en aval, tout est déjà décrédibilisé. Mais en fait, on sait déjà ce qui va se passer, qu'on va droit vers la catastrophe. On ne bouge pas, mais on connaît déjà les freins qui empêchent ça. Mais pourtant, enfin, je veux dire, si on en revient à la COP26, ça a été quand même catastrophique du fait que le Brésil, la Russie, la Chine, qui sont quand même Enfin, alors nous, on est quand même très mauvais, même de base, mais eux sont quand même les cancres absolus. Et puis même, on est quand même dans une logique assez ethnocentrée, puisque la manière dont nos sociétés doivent bifurquer ne se fait pas de la même manière selon qu'on soit un pays déjà développé, un pays en développement, ou un pays en pleine explosion économique. Donc c'est hyper compliqué. Je suis d'accord avec tout ça. C'est ça, quoi. Alors, moi, j'ai pas un mode d'emploi macro, géopolitique et stratégique. Aujourd'hui, je l'ai pas. C'est toute la limite de l'exercice. Ce que j'ai à proposer, c'est un chemin praticable à une échelle plus micro, territoriale, et notamment parce que c'est notre prisme ce soir à l'échelle entrepreneuriale, c'est déjà comment on se change en tant qu'entrepreneur, pour essayer de faire bouger les lignes à son niveau. Est-ce que ce sera suffisant? Il y a une étude de Carbone 4 qui dit que si on veut relever les défis, il y a 75% de ceux-ci qui relèvent de décisions étatiques et entrepreneuriales, et 25% de potentiels citoyens, si on était exemplaires, qu'on était tous à bicyclette, qu'on mangeait beaucoup moins de viande, etc., etc. Donc de toute manière, on est pris effectivement, et c'est en tout cas comme ça que j'interprète votre propos, dans quelque chose qui est systémique. Moi, demain, quand je vais me lever, pour aller à ma journée de travail, je ne vais pas traiter de la question systémique dans cette journée. Je sais que j'y arriverai pas. Peut-être qu'il faudrait, mais je ne suis pas sûr d'être la bonne personne pour ça, ni d'avoir les bonnes idées. Ce que je sais en revanche, c'est que le politique suit la société quand la société bouge. Et même si on a le sentiment que ça n'avance pas, moi je suis persuadé du contraire aujourd'hui. À une échelle de temps qui est la nôtre et qui est courte, parce qu'il y a des enjeux qui sont là et qui sont pressants, ça je le reconnais, ça peut paraître désespérant. Je pense que nous n'avons pas le choix, même si c'est dur, que de nous tranquilliser, et ça peut paraître paradoxal avec les messages que je vous envoie, de nous tranquilliser avec l'éco-anxiété. Ça ne veut pas dire refuser les enjeux, parce qu'ils sont là, et tout mon propos c'est de dire regardons à quelle échelle ils sont. On est un peu plus qu'à l'échelle de bien traiter ces déchets. Il va falloir faire beaucoup plus que ça même. Mais il faut bien commencer par quelque part. Or, les entrepreneurs qui étaient là tout à l'heure ont commencé avec d'autres, là où ils sont, et apportent là où ils sont des débuts de réponse. Avec une certaine humilité parfois. Jean-Charles Vicard parlait tout à l'heure de travailler même à 150 ans sans avoir toutes les réponses. Mais il y a un début de chemin qui est praticable. Mon propos, c'est de dire notre responsabilité d'entrepreneur, notre éthique d'entrepreneur, c'est peut-être au moins déjà de faire ça. Et des réponses viendront, chemin faisant, quand la société sera prête, parce qu'en fait, cette mutation, elle est culturelle. Si on veut traiter d'un sujet systémique, on va le traiter en changeant notre culture économique, notre culture de l'entrepreneuriat, la finalité même de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Ça peut paraître fou de dire ça d'où on est, mais je peux vous garantir que le dire il y a encore 10 ans, c'est encore beaucoup plus fou. Donc je pense que c'est un peu moins fou qu'il y a 10 ans. Donc la possibilité pour que ça amène quelque part, elle est un peu plus forte, même si elle peut paraître faible au regard des enjeux. Et l'action pour moi, est un moteur majeur pour essayer de traiter tout ça. On voit sur plein de sujets comment, je sais pas, sur l'IVG, sur les suffragettes, sur la peine de mort,
comment la société a devancé le politique. Et le politique a joué ce rôle, et c'est pas péjoratif, mais de voiture-balai en disant à un moment donné, on ferme cette page de l'histoire. On ferme cette page où les femmes n'avaient pas le droit de vote, même s'il reste énormément de sujets à traiter, on le sait parfaitement. On ferme cette histoire de l'IVG, c'était pas possible. On ferme cette histoire de l'esclavage, on ferme cette histoire de la peine de mort, en tout cas en France. Et on passe à autre chose. Et le politique, il sait faire ça. Il sait faire ça quand il sent que la société est prête. Donc c'est peut-être pas satisfaisant, mais je pense que notre rôle, c'est aussi d'envoyer par l'action quotidienne, sur un chemin qui est praticable, et que je vais essayer de vous partager, des signaux qui montrent aux politiques qu'il peut aller avec nous, on a envie d'avancer. Alors c'est pas tout le monde, mais je pense que si on attend que tout le monde veuille y aller, de toute manière, là pour le coup il sera trop tard. Donc l'audace se situe là. Je ne sais pas si je réponds à votre question, c'est un début de réponse. En tout cas c'est comme ça que moi je le perçois. Est-ce que les gouvernants auront le courage de la voiture balai? Oui, je pense qu'ils n'auront pas le choix. Je crois vraiment, j'ose y croire encore. Et parce qu'on leur mettra aussi la pression. Et pourquoi avons-nous du temps pour se préoccuper de cette question de neutralité carbone? C'est devenu une urgence maintenant. Oui, c'est une urgence, mais on va pas. C'est faux de penser qu'on va renverser le système industriel en 2 jours. On n'y arrivera pas. On peut le faire vite, et il faut le faire vite, mais en 2 jours, on y ira. En fait, il faut y mettre de la méthode. Il faut y mettre de la méthode, et il faut embarquer les humains dans cette aventure. On ne va pas faire ça contre les sociétés humaines, contre les collaboratrices, contre les collaborateurs. C'est pas vrai, ça ne marchera pas. Et l'histoire nous l'a déjà indiqué sur plein d'autres sujets. Donc il faut prendre le temps d'expliquer, de partager et peut-être de donner envie. Et comment influencer rapidement le changement des comportements? Eh bien, et après je vais passer à la suite. Malheureusement, je pense qu'on ne peut pas obtenir de résultats rapides. Je suis convaincu que nous ne pouvons pas obtenir des résultats rapides. Si rapide, c'est dans 3 ans, dans 3 mois, pardon, ou dans 5 mois. Mais on peut quand même obtenir des résultats spectaculaires quand la société est prête. Le développement du vélo, depuis les coronapistes développées pendant le coronavirus, ça a été un peu l'étincelle, mais la société en réalité était déjà prête pour s'engager dans une politique vélo. Et aujourd'hui, le vélo et le secteur, y compris industriel du vélo, est un secteur promis à un bel avenir. Des pays comme la France, comme le Portugal, ont leur carte à jouer si on veut bien s'en donner la peine. Alors peut-être pour avancer et puis pour aider, je voudrais, une fois qu'on a fait ces constats, passer à un deuxième chapitre qui est compter autrement. Compter autrement, ça veut dire envisager ce que nous sommes d'une manière un peu différente. Vous avez ici une photo qui a été prise par la sonde Voyager en 1990. Vous voyez ce pixel au centre de l'écran ? Ce pixel, c'est nous. C'est vous, c'est moi. C'est la Terre. Et nous. Voilà ce que nous sommes, ce que nos envies illimitées, nos besoins illimités, nos égos surdimensionnés, nos querelles, nos guerres, tout ce que vous voulez. Voilà tout ça. Ça tient sur un pixel. Et encore, là on est tout à côté. Ça a inspiré à Carl Sagan un très beau poème qui s'appelle Un point bleu pâle. Il y a un petit extrait là sur le côté, mais vous pourrez le trouver en intégralité sur le web. Voilà, donc ça nous appelle déjà un peu d'humilité. Quand on zoome sur ce pixel, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce vaisseau qui porte la vie, ce vaisseau qui est là depuis 4,5 milliards d'années, merci à lui, et sur lequel le phénomène de la vie a pu prospérer par toute une suite de circonstances derrière lesquelles chacun mettra ce qu'il souhaite ou ce qu'elle souhaite. Cette photo a une 50aine d'années, c'est la première fois qu'on se voit nous-mêmes en grand large, de haut en bas, de cette manière, et qu'on prend conscience de la fragilité et aussi de la beauté de cet édifice. Ça, c'est les astronautes qui ont vécu ce sentiment-là de submersion, d'émotions profondes qui les a transformés à leur retour sur Terre, qu'on appelle l'overview effect, cette vue grand large, qui les a littéralement submergés. Si on zoome encore, et qu'on fait ce voyage dans le temps, depuis les 4,5 milliards d'années qui ont vu la formation de la Terre, la vie est apparue plus tard, il y a 3,8 milliards d'années. Elle a évolué sous plein de formes qu'on connaît aujourd'hui. Elle a traversé un grand nombre de crises, 5 grandes crises d'extinction des espèces. Nous sommes peut-être en train d'engager la 6e aujourd'hui.
ce qui est un sujet aussi majeur, si ce n'est plus encore que le dérèglement climatique, et dans lequel nous avons un rôle à jouer. Les arbres, nos amis les arbres sont là depuis 370 millions d'années, ils ont vu beaucoup de crises aussi, ils ont traversé 2 crises majeures d'extinction des espèces, ils sont toujours là. La résilience des arbres, le Wood Wide Web dont je vous parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut nous inspirer. Nos amis les chimpanzés, avec qui nous partageons 98,9% de notre patrimoine génétique, font partie de ces familles de grands singes dont nous sommes issus nous-mêmes, sont nos cousins. Et pourtant, d'ici une génération, ils pourraient avoir disparu du globe. C'est quoi un monde sans singes? Est-ce que vos enfants raconteront à leurs enfants ce qu'étaient les singes avant, quand il en restait? Est-ce que nous avons envie de contribuer à ce monde? La déforestation, la destruction du vivant, de la biodiversité, contribue à la disparition des grands singes. Et pourtant, on a une faculté essentielle qu'on partage, eux et nous, on digère l'alcool. Ce qui devrait nous rapprocher, on devrait boire des coups ensemble plutôt que détruire leur maison. Les pollinisateurs, alors j'allais vous dire, ils ont contribué au buffet, il n'y a pas de buffet, mais ce midi il y avait un food truck quand même. L'agriculture mondiale dépend largement de la pollinisation, ils ne nous ont pas attendus, ils sont là depuis 100 millions d'années. 20 000 espèces juste pour les abeilles sur Terre. Puis les pollinisateurs, c'est beaucoup plus que ça. Même les papillons sont des pollinisateurs, vous le savez peut-être. Et puis nous, on apparaît, les hominidés, il y a 3 millions d'années. Sapiens décide de faire de l'agriculture il y a 12 000 ans. Avant Sapiens, il y avait 5 400 milliards d'arbres sur Terre, aujourd'hui il y en a 3 000. C'est quoi notre métier? C'est agriculteur ou bûcheron? Je ne suis pas certain de savoir. En tout cas, il reste 3 000 milliards d'arbres sur Terre, c'est-à-dire 400 arbres par terrien, par terrienne, en moyenne. Vous avez 400 arbres, entre guillemets, sous votre responsabilité quand vous naissez, et si vous vivez 80 ans environ, il en reste 160 à la fin, car il en disparaît 2 par an. Si tous les terriens replantaient 2 arbres par an, on stabiliserait, et ce serait à ce prix qu'on stabilise la déforestation. On n'inverserait pas la machine, on la stabiliserait. Pourquoi je vous dis tout ça? Et c'est quoi le rapport avec l'entreprise? Le rapport avec l'entreprise, c'est que pour faire tout ça, pour construire tout ça, pour construire tous ces services que la nature se rend à elle-même, et donc par la même occasion qu'elle nous rend, et dont nous dépendons, il a fallu tout ce temps. C'est ce qu'on appelle un capital, pas au sens monétaire du terme, mais c'est un capital, quelque chose qui s'est accumulé, qui s'est constitué avec le temps. Et de ce capital et des intérêts que produit ce capital chaque année, puisque heureusement, et c'est le miracle de la vie, ce capital produit des intérêts renouvelables chaque année, sans que personne ne paye. C'est là, l'air est renouvelé et on peut respirer. L'eau est là, elle est épurée, on peut la boire. Les pollinisateurs travaillent et on peut manger. On trouve les médicaments, 70% de la pharmacopée, on la trouve dans la nature. Tout ça, on le trouve dans le vivant. Toutes vos entreprises, tous vos territoires dépendent à 100% du vivant. Quand est-ce qu'on vous parle du vivant dans vos réunions? Quand est-ce que vous intégrez le vivant dans vos décisions stratégiques? Un peu comme le carbone, comme le climat. À mon avis, et je peux m'inclure là-dedans, presque jamais. Et pourtant, ce vivant, nous lui devons tout. Donc une entreprise moderne, à mon sens, c'est une entreprise qui va chercher à relever tous les défis qui sont systémiques. Le climat, les ressources, ça on sait. L'humain, évidemment, ça on sait aussi, même si on ne sait pas toujours très bien faire. Et le vivant, la biodiversité. Et vous voyez ici quelques illustrations de ce qu'on appelle les services écosystémiques, les services que la nature se rend à elle-même. Elle n'a pas décidé un jour de rendre des services aux humains. Attention à ne pas avoir la mauvaise vision. L'évolution fait que la nature produit ses services en permanence. Et comme on est nous-mêmes issus du vivant et de la nature, on en bénéficie. J'en ai parlé. L'eau douce, les médicaments, mais même une balade en forêt, en montagne, une jolie vue, un paysage, tout ça, voilà, ce sont des services écosystémiques. Ça a une valeur, même si ça n'a pas de prix. On ne paye pas toujours pour ça, mais ça a une valeur. En tout cas, tant que ça existe. Il y a un économiste qui s'appelle Robert Costanza qui s'est précisément posé la question de combien tout ça pouvait valoir, non pas pour le monétiser, mais parce qu'il se rendait compte que les décideurs ne parlaient qu'à travers des tableaux Excel et des euros. Donc il a voulu traduire tout ça en chiffres pour mieux leur parler. Son estimation, c'est que ça vaut chaque année 125 000 milliards de dollars au moins, c'est-à-dire une fois et demie le PIB, c'est-à-dire que dans chaque dollar de PIB, dans chaque euro de PIB, il y a
$1,50 de nature ou €1,50 de nature. Le capital naturel, c'est le socle des activités humaines, des activités économiques. Si on n'intègre pas ce capital naturel, on est à côté de la plaque, totalement. Or aujourd'hui, malheureusement, il n'apparaît pas. Je vous ai fait un petit schéma pour mieux me faire comprendre, s'il veut bien paraître. Le voici, très simple. C'est une autre façon de représenter cette échelle sur le temps long que je vous ai montré juste avant. Il y a la biosphère qui s'est créée toute seule comme une grande et qui forme ce capital naturel qui produit les services écosystémiques pour elle-même. Dans cette biosphère, il y a 3 millions d'années, débarquent les humains avec leurs gros sabots, que nous sommes. On forme des sociétés, le projet humain se structure grâce à cette biosphère et aux services qu'elle nous rend. Et puis, chemin faisant, au sein de nos sociétés, au sein du projet humain, nous créons des activités non marchandes et marchandes. Et les activités marchandes notamment, mais pas que, ça s'appelle l'économie. Voilà, donc il y a une espèce de hiérarchie qui s'établit et qui dit qu'on ne peut faire de l'économie qu'au sein d'un projet humain qui lui-même s'appuie sur la biosphère. C'est ça la hiérarchie. Sur BFM TV, bon, j'égratigne, c'est un peu gratuit. Hein. Sur BFM TV, vous avez des économistes, je sais que c'est pas O'Reilly, en revanche, mais vous avez des économistes prétendument mainstream qui sont là pour nous éclairer, qui tous les jours nous racontent l'inverse. C'est d'abord l'économie, avec ça on fera du social, et à la fin de l'année, si on y pense, on fera notre bilan carbone. Et oups, il n'est pas bon. Bah oui, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher comme ça, et on ne peut pas relever les défis si on réfléchit comme ça. En revanche, si on intègre cette notion qu'on peut appeler de triple capital, mais c'est surtout une manière d'intégrer des indicateurs extra-financiers dans nos décisions, pas a posteriori, mais a priori, on est à la période des budgets, on prépare les budgets pour l'année qui vient, pour l'année 2022, tout le monde sait préparer un budget en euros. Tout le monde fait ça. On a un prévisionnel. Tout le monde sait faire un prévisionnel sur le capital humain. On a des plans de formation, on sait combien on va recruter. Quand ça va mal, malheureusement, on sait aussi qu'on va devoir se séparer d'une partie de l'effectif. On sait prévoir ça. Quand est-ce que dans nos décisions, on intègre a priori le capital naturel? Quand est-ce qu'on intègre le climat, la biodiversité, les ressources dans nos décisions a priori pour être capable de dire ce projet-là, compte tenu des circonstances et de l'objectif qu'on s'est fixé, nous n'allons pas le lancer. Parce qu'il ne répond pas à la stratégie de l'entreprise qui est une stratégie d'impact. On a besoin de cette réflexion a priori. Et c'est un peu ce que je disais ce matin, le meilleur conseil qu'on ait à donner à une entreprise ou à un entrepreneur qui veut lancer un projet aujourd'hui en 2021 ou 2022 qui va intensifier le dérèglement climatique, qui va ajouter de l'effet de serre à l'effet de serre que nous produisons déjà de manière massive, le meilleur conseil que nous ayons à lui donner, c'est désolé, mais ne lance pas ton projet. Garde ton talent, mais fais un autre projet, ou transforme ton projet. Tu gardes ton projet, mais tu le transformes et tu intègres cette notion-là, et tu comptes de manière différente. Et là, alors oui, le projet aura du sens. Voilà, et ça c'est le travail que nous avons tous à faire et à inventer, parce que ça touche à la comptabilité, ça touche au management, ça touche évidemment au modèle d'affaires, ça touche à ce qu'on appelle la chaîne de valeur de l'économie et des entreprises. Ici, avec un petit schéma, simplement, vous avez vos activités, en amont, vous avez vos approvisionnements, en aval, vous avez vos clients. Bon, j'y vais un peu à la grosse louche. Quand est-ce qu'on regarde nos impacts? Nos impacts sur l'air, nos impacts sur le monde animal, nos impacts sur le monde végétal, nos impacts humains, nos impacts sur les ressources, l'eau, la terre. Voilà. Quand est-ce qu'on analyse nos impacts? On a besoin de regarder notre chaîne de valeur d'une manière différente et pas seulement avec les euros. Je ne dis pas qu'il faut oublier les euros. La bonne nouvelle, et je pense que le panel juste avant nous l'a très bien démontré, c'est qu'il existe aujourd'hui des manières de faire. On a parlé de frugalité ce matin, on a parlé d'agroécologie, on a parlé de fonctionnalité, d'économie circulaire, tout ça on en a parlé. Donc il y a aujourd'hui des modèles qui commencent à tourner et qui sont là et qui s'inscrivent
dans cette manière de compter différente et dans cette manière d'anticiper différente. Juste un point sur le biomimétisme, parce que ce matin le terme a été prononcé, et à mon avis pas à bon escient. Le biomimétisme, ça n'est pas juste aller chercher dans la nature la manière dont fonctionne la nature pour l'imiter et faire des TGV qui vont encore plus vite et qui nous maintiennent dans ce monde de toujours aller plus vite, plus vite, plus vite. La nature, elle ne dit pas ça. Ça, c'est de la bio-inspiration. On s'inspire du vivant pour faire quelque chose à des fins de technique humaine. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Le biomimétisme intègre les mécanismes de fonctionnement de la nature, de son efficience, de sa temporalité. Le biomimétisme, par exemple, quand on fait de l'agroécologie, on est beaucoup plus, voilà, on va chercher à singer ce que fait la nature pour produire de l'alimentation, mais en venant, surfer sur les manières de faire de la nature, en venant les épouser, en venant faire avec, en venant coopérer. Pas juste en essayant de les exploiter. Mais ça, c'était juste un aparté. À part ça, aller dans la nature pour s'inspirer, je pense que d'une façon générale, c'est une excellente idée, surtout pour les entrepreneurs. Alors, donc on a un plan, on sait faire plein de choses, et puis on a des gens qui font déjà des choses avec ça. Alors ils font... Qu'est-ce qu'ils font? Alors non, ça on va y revenir après. Excusez-moi, je vais sauter à la slide suivante. Voilà, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent d'agir pour inventer. Je vais passer ce schéma, j'y reviendrai tout à l'heure si ça vous intéresse. Ça c'est sur la question du comment on fait. On peut commencer par circulariser les ressources, on en a largement parlé, c'est-à-dire savoir avec la sobriété, c'est le thème de la journée, essayer de faire mieux avec moins. Ou déjà faire, en tout cas, avec ce qu'on a. On l'a déjà fait dans le passé, on en parlait tout à l'heure, l'aventure spatiale sur laquelle je disais un mot. La mission Apollo est allée sur la Lune, elle a rapporté 382 kg de roches lunaires. Globalement, les missions sont plutôt bien passées à une ou deux exceptions près quand même. Il y avait à bord un ordinateur qui pesait 22 kg, dont la mémoire vive était de 4 kilo-octets et la capacité de stockage de 72 kilo-octets, c'est-à-dire l'équivalent d'un mail avec une pièce jointe. Et avec ça, on est allé sur la Lune. Ce que ne dit pas l'histoire... Alors c'était très techno à l'époque, donc je ne veux pas non plus réécrire l'histoire, mais quand même. Ce que ne dit pas l'histoire, déjà elle ne raconte pas beaucoup ça. Ce qu'elle ne raconte pas non plus, c'est que le code informatique du logiciel, enfin de la suite logicielle de cet ordinateur a été écrite sous la direction du MIT, un projet scientifique du MIT, qui lui-même a été piloté par Margaret Hamilton, que vous avez à gauche sur l'écran. Et vous voyez, tout ça c'est le code, là, la pile de livres, c'est le code informatique qu'il y avait dans cet ordinateur de bord. Voilà, une équipe qui était ni féminine ni masculine, c'est pas le sujet, c'est juste qu'il y avait des femmes et des hommes. L'histoire a un petit peu oublié qu'il y avait des femmes et des hommes. Voilà, peut-être que dans l'avenir, si on se souvient que dans une société il y a des femmes et des hommes, qu'on peut faire de la sobriété, enfin on a peut-être 2-3 petites choses qui peuvent nous aider à nous en sortir et à avancer intelligemment et avec un certain succès. En tout cas, là ça s'était plutôt pas si mal passé. De cette inspiration-là, on a tiré plein de choses aujourd'hui qui fonctionnent. Il y a des entrepreneurs qui se sont dit « mais moi je peux, et on en a vu tout à l'heure, je peux faire les choses différemment ». Le Fairphone, ce téléphone qui s'est inspiré de la filière équitable du café et du cacao pour l'appliquer au coltan, par exemple. En disant comment, justement, on va tracer cette filière pour donner à l'industrie électronique les moyens de plutôt sélectionner des fournisseurs éthiques et respectueux de l'environnement, mais déjà éthique dans un premier temps. Ça, c'était la première phase du Fairphone. Puis la deuxième phase, donc lancée par son fondateur Bas van Abel, c'était de se dire, mais oui, mais on a un sujet sur l'obsolescence programmée, en tout cas sur l'obsolescence électronique. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un téléphone qui fonctionne comme un assemblage de Lego? On monte, on démonte, on répare uniquement la cellule photo si elle est cassée, et hop, on avance comme ça. Si toute la téléphonie mondiale fonctionnait comme Fairphone, l'impact carbone chuterait instantanément de 30% pour cette filière. 30%. Ça veut dire, sur l'objectif 2030 de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, c'est comme si on était déjà en 2026. Voilà, ça c'est Fairphone. Alors c'est tout petit Fairphone, c'est une entreprise rentable, mais alors ils essuient les plâtres, c'est compliqué, ils n'ont pas les moyens des gros. Et puis je vais vous faire une confidence, ça fait 3 ans au moins que je parle de Fairphone en affirmant que c'est un projet exemplaire, mais parfois
en me disant est-ce que c'est pas un peu de la méthode Coué? Et puis il y a quelques jours, une grande marque de téléphonie mobile, avec un fruit sur sa coque, que je ne citerai pas donc, a proposé à ses consommateurs de leur fournir un kit de réparation de ses téléphones. Ce que fait Fairphone depuis pas mal d'années. Je pense que c'est le sens de l'histoire et qu'en 2030, tous les téléphones mobiles fonctionneront comme Fairphone. Je ne sais pas si Fairphone sera toujours là, mais en tout cas, cette entreprise aura largement ouvert la voie et inspiré les très grands du secteur. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si la téléphonie veut vraiment relever les défis dont j'ai parlé tout à l'heure, en réalité, il n'y aura pas beaucoup d'issues que de faire sobre. C'était notre sujet aujourd'hui. Certains font sobre déjà. C'est le cas de Patagonia. Vous connaissez sûrement toutes et tous cette entreprise qui propose, par exemple, de réparer votre veste plutôt que de vous en fournir une nouvelle, avec un certificat de garantie. Certificat de garantie 100 ans. Vous pouvez renvoyer votre veste si elle est endommagée. Il y a des personnes qui, à longueur de temps, réparent du matériel Patagonia dans une usine en Californie et la réparation est gratuite et garantie à vie. Ce n'est pas toutes les marques de textiles qui proposent ce type de modèle. Voilà. Et pourtant, c'est une entreprise familiale, prospère, qui fonctionne plutôt très très bien et très enviée, qui en a inspiré une autre d'ailleurs, Veja. Au revoir Aurélie, merci. Veja qui fabrique donc des baskets de ville, qui propose maintenant un service de cordonnerie pour réparer ces baskets et prolonger leur durée de vie le plus longtemps possible. De faire le pari qu'on n'est pas seulement là pour acheter, puis acheter, puis acheter, puis acheter, mais que tout simplement on a besoin que ce qu'on achète puisse durer et que cette entreprise va nous aider à trouver une façon de faire durer ce matériel. L'étape suivante, c'est l'éco-conception, c'est-à-dire de prévoir en amont comment la basket pourra être démontée pour que les éléments qui la composent puissent à leur tour être mis dans le circuit après avoir été reconditionnés. Et il y a déjà plusieurs entreprises qui travaillent sur ce type de vision circulaire. Sur la mobilité, sur le transport automobile, je sais que Midi Pile est dans la salle. Ici, on a un exemple qui a été homologué en France il y a 1 an et demi, c'est le rétrofit automobile. Vous arrivez avec votre vieille voiture thermique au garage le matin, vous ressortez le soir, on a posé un kit électrique. Pour l'instant, ça coûte 5 à 15 000 euros, donc c'est assez cher, mais c'est encore en mode prototype et ça peut se développer. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que le parc automobile, aujourd'hui, il existe déjà. On parle sobriété depuis ce matin. On a une trentaine de millions de véhicules en France qui roulent parfaitement. Et là, on a une solution qui peut créer de l'emploi local dans des garages locaux, avec une technologie qui peut être fabriquée en France et qui peut assez rapidement faire basculer le parc automobile pour lui permettre d'émettre moins de CO2, beaucoup moins de CO2, et notamment d'épargner la phase de fabrication qui nécessite beaucoup de matière, beaucoup d'eau et beaucoup d'énergie, avec donc ici un bilan carbone réduit de 38% sur l'ensemble du cycle de vie de la voiture. Ça fonctionne aujourd'hui, ça n'est pas inventé. La question c'est est-ce qu'on va prendre le pari, est-ce qu'on va avoir l'audace de l'amplifier. Voilà pour le rétrofit automobile. Qu'est-ce que je voulais vous partager? Quelques petites choses ici dans la circularité des ressources, avec Conceptos, cette start-up colombienne qui fabrique des briques plastiques standardisées, un peu comme des Lego ou des parpaings. Voilà, c'est des parpaings qui s'assemblent. Et en 3 jours, vous pouvez bâtir une mairie, une école, un centre de santé, notamment dans les pays du Sud. Des expériences à plus grande échelle, des expériences toujours circulaires, comme ici à Kalundborg au Danemark. C'est un exemple de ce qu'on appelle l'écologie industrielle qui est assez connue. On a essayé de mettre en symbiose toutes les entreprises pour que les ressources des unes proviennent, entre guillemets, des déchets ou des rejets des autres. Voilà, donc il y a eu des calculs très savants qui ont été faits. Et quand on regarde ce qui a été gagné grâce à cette mise en synergie du tissu économique local, eh bien on a gagné beaucoup sur l'eau, sur la consommation de fossiles, sur la consommation de minerais, et c'est rentable, et ça crée des emplois et ça stabilise l'activité. Alors en attendant de faire mieux, je ne dis pas que ce modèle est totalement satisfaisant, mais il permet déjà
de créer des coopérations productives. Puis si cette aventure vous intéresse et que vous voulez faire la même chose, vous avez là un petit schéma explicatif qui vous permet, c'est un tuto, quoi, vous pouvez faire ça ce soir chez vous, pour créer un système industriel, d'écologie industrielle intégré ici à Angoulême. Voilà, je pourrais vous le laisser si ça vous intéresse. On peut aller au-delà de la circularité des ressources, parce que être plus sobre, il va, à mon sens, pas s'agir uniquement d'avoir une empreinte plus faible. Vu les enjeux auxquels on a à faire face, on a un autre enjeu qui est de réparer. Réparer, régénérer le capital naturel, régénérer la démocratie, régénérer l'humain, régénérer la coopération, il y a plein de choses à régénérer. Ça, on en a cruellement besoin, on ne peut pas continuer sur un modèle qui est celui dans lequel on vit depuis 40 ans, qui enferme les individus dans leur seul destin, et en plus un destin uniquement de consommateurs et de producteurs. Enfin, à mon sens, précisément, ça n'a pas de sens. Je vous montre cette visualisation imaginaire de la ville de Nantes par Luc Schuiten, un artiste belge, qui a rêvé des villes archiborescentes, c'est-à-dire des villes dont l'architecture est composée d'arbres, et donc biosourcée d'une certaine manière. C'est quelque chose qui est onirique, mais pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que quand on prononce le terme biosourcé, on l'a entendu aujourd'hui, ça peut paraître évident à plein de gens, des matériaux qui viennent de la nature, et donc qui sont des matériaux possiblement renouvelables, et qui absorbent du CO2 pendant leur croissance, c'est le cas des végétaux. Mais là, on a des artistes qui ont ouvert de manière très onirique la voie. Les artistes ont un rôle dans notre imaginaire, même d'entrepreneurs, pour ouvrir les chakras, ouvrir les perspectives, nous faire quitter nos certitudes, nous faire quitter cette idée qu'on a raison ou qu'on n'y arrivera jamais. Ouvrir le champ des possibles. Voilà. Ça passe aussi par l'émotion, ça passe aussi par la créativité, et pas seulement par des tableaux Excel et du travail d'ingénieur, même si à la fin on a quand même besoin de faire les choses avec un minimum de méthode. Quand on part de ce rêve d'une économie différente, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver ce genre de choses. Ici en Italie, une maison imprimée en 3D, donc c'est bien de l'innovation. Vous voyez le portique d'impression 3D qui est derrière, avec de la paille de riz et de la terre crue qu'on trouve localement. Cette maison bioclimatique ne nécessite pas d'énergie, ni pour se réchauffer, ni pour se refroidir. Elle est plutôt destinée à l'habitat méditerranéen ou des pays du Sud, comme vous pouvez l'imaginer. Mais voilà, ça existe, ça n'est pas à inventer. Aujourd'hui, la question, c'est comment on duplique, comment on élargit. Au Danemark, plus au nord, donc près de Copenhague, un écoquartier est en cours de création. Il accueillera à terme 2000 habitants. Pour créer cet écoquartier, qu'est-ce qu'on commence par faire? On crée un espace avec des services écosystémiques, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec un cours d'eau, avec une partie forestière, avec une partie de permaculture. Pourquoi on fait ça? Pour ensuite venir y installer des maisons qui seront designées pour s'installer dans cette forêt, ce qu'on appelle une ville-forêt. Ça n'est plus la ville qui existe et qu'on vient végétaliser, c'est une forêt qu'on design pour être habitée, avec une mairie, avec une école, avec des commerces, avec des entreprises, avec des voies de circulation, etc. etc. C'est pas un retour à la bougie, pas du tout. Mais c'est une autre façon de voir et de designer le projet humain. Et il y a évidemment à innover, il y a évidemment à créer, il y a évidemment à trouver des solutions, et il y a évidemment à créer des emplois. Toujours en Scandinavie, ici c'est un projet qui vise à créer une usine intégrée avec une réduction de son empreinte carbone notamment de 50%. Voilà, cette usine, le projet fonctionne et par ailleurs elle travaillera avec du bois géré durablement. Et au-delà de ça, des entreprises, des industries réfléchissent aujourd'hui à des mécanismes qui permettraient dans le processus de fabrication, par exemple de la moquette, d'absorber plus de CO2 qu'on en émet. C'est-à-dire dans le processus, il y a une consommation d'énergie et il y a des émissions de CO2, mais le produit, la matière du produit, permet de stocker du carbone durablement dans une moquette. Et quand on met les deux dans la balance, on va stocker davantage de carbone qu'on ne va en émettre dans le processus industriel. Ça ne veut pas dire que les émissions soient annulées, ça ne marche pas comme ça,
Ça veut dire que déjà, on entrevoit des manières de faire très différentes. Ça, c'est l'entreprise Interface qui fait ça. J'ai pas trop le temps de vous montrer ce projet, sauf s'il se lance tout seul, Fleur de Halage. Je vais juste y faire référence à une petite vidéo, mais vous pourrez la retrouver. Là, on a un projet qui coche toutes les cases, économique, social, environnemental. On est sur l'île Saint-Denis à Paris, une terre très polluée. Donc l'île Saint-Denis, elle a été formée par les déblais des travaux haussmanniens, quand on a fait les grands boulevards parisiens. Et puis, c'est une espèce de talus qui a connu un destin industriel avec beaucoup de pollution, avec des industries très lourdes, enfin beaucoup de choses vraiment. Et finalement, après cette pollution chimique, un destin humain très difficile. On est en Seine-Saint-Denis, beaucoup de chômage, les difficultés humaines que vous connaissez. Et donc, Fleur de Halage a commencé par travailler sur un projet d'insertion de personnes éloignées de l'emploi sur ce lieu-là. Et puis de fil en aiguille, ils se sont posé la question de comment on pouvait régénérer non seulement l'emploi, mais aussi régénérer les terres polluées. Et est venue l'idée qu'on pouvait créer des emplois pour des personnes éloignées de l'emploi tout en plantant des fleurs, tout en faisant fleurir cette île Saint-Denis, des fleurs qui dépolluent les sols et qui permettent d'approvisionner les fleuristes du territoire pour éviter qu'on aille produire ces fleurs à l'autre bout du monde avec des bilans carbone pas possibles en venant du Kenya, par les Pays-Bas, et une rose qui émet plein de CO2. Voilà. Donc Fleur de Halage, c'est un projet qui se développe aujourd'hui, qui répare les sols, qui répare les humains, qui crée de l'activité et qui sert les fleuristes. Ça coche toutes les cases de la régénération. Et l'autre avantage de ce projet, c'est qu'il est duplicable. Il marche localement. Il peut être copié et lancé ailleurs. Il peut être lancé ici, par exemple. Il peut être lancé partout dans le monde, évidemment, avec des fleurs, des variétés endémiques qu'on trouve sur un territoire. Je vais terminer avec cette aventure qui est le début d'une aventure industrielle, qui s'appelle Corail Artefact, un projet porté par un artiste, encore une fois, Jérémy Gobet, passionné de coraux. Jérémy Gobet a été accueilli en résidence il y a quelques années dans le Puy-de-Dôme, en résidence artistique. Avec une contrepartie à cette résidence, il devait s'inspirer du tissu économique et industriel local pour créer une œuvre. Alors il est allé voir un fabricant de pneumatiques et ça ne l'a pas trop inspiré, mais il est tombé sur une entreprise qui fabrique de la dentelle du Puy-en-Velay, selon la technique qu'on appelle le point d'esprit, que vous voyez, c'est la petite fleur qui est sur le côté à droite. En voyant la forme du point d'esprit, Jérémy Gobet a réalisé qu'elle était la réplique identique de certaines formes de coraux, qu'il connaissait très bien puisqu'il les avait sculptées, c'est la photo de gauche. Et qu'il est passionné de coraux, il est passionné d'aventures sociales, industrielles, économiques. Alors il a proposé à la Fontanille un projet artistique qui est devenu un projet de R&D. Et ils ont fabriqué ensemble, en bidouillant les machines, ce bouquet de tuteurs que vous voyez sur la droite en coton biodégradable, pour voir si on ne pouvait pas le déposer au fond d'un océan et y déposer des bébés coraux sur le point d'esprit, avec l'idée que les bébés coraux s'accrochent, grandissent et se multiplient, et qu'on puisse comme ça bouturer du corail. Eh bien, devinez quoi? Ça marche. Ça a marché, et même si ce n'est pas totalement satisfaisant de le faire avec du coton biodégradable, de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, Jérémy Gobet est en train aujourd'hui de travailler avec des industriels français, des industriels du tissage, du textile, et des industriels qui vont l'aider, en tout cas c'est ce qu'il espère, à créer une nouvelle activité, les machines qui vont avec, et peut-être demain des usines et de l'emploi, pour créer ces tuteurs qui nous aideront à réparer les récifs coralliens, à recréer des récifs coralliens, à permettre à la nature de recréer elle-même les récifs coralliens dont les océans ont besoin pour abriter la vie des mers et pour fabriquer aussi l'oxygène dont nous avons besoin. Voilà ce que j'appelle réparer la mer. Et c'est venu d'un artiste qui aujourd'hui propose une nouvelle activité, une activité économique et industrielle. Donc quand on passe du monde de l'extraction et de la destruction, qui est le vieux monde dont nous venons, on a une étape intermédiaire qui est le fait de circulariser avec cette sobriété, et il y a cette étape ultime qui est l'étape de la régénération du capital humain, du capital naturel,
Et ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'est que régénérer, réparer la Terre, c'est aussi un projet d'entrepreneur. Et j'espère que c'est un projet qui pourra nous fédérer toutes et tous. Et j'ai maintenant une question à vous poser. Ce projet-là, voulez-vous en être? Laetitia, c'est fini. Si c'est ton...